Pendant 1000 ans, des historiens sont allés en Égypte voir le célèbre labyrinthe de Hawara. Ils disaient qu'il était si immense qu'il rendait les pyramides minuscules. Il couvrait 3 millions de pieds carrés, soit 70 acres de salles et couloirs sur plusieurs niveaux. Les prêtres égyptiens permettaient l'accès aux étages supérieurs, mais interdisaient les chambres souterraines, réservées selon eux aux rois bâtisseurs du labyrinthe. Les archéologues disent que le labyrinthe est un mythe, mais de nouvelles technologies prouvent qu'il est toujours là-dessous. Si les prêtres disaient vrai, les Égyptiens ne l'ont pas construit. Ils l'ont trouvé. Hawara est situé à la lisière de l'oasis du Fayoum, à environ 80 km au sud du Caire. Aujourd'hui, c'est un tas de gravats à l'ombre de la pyramide noire en ruine. Mais il y a 4000 ans, cet endroit était plein de vie. Au centre se dressait un bâtiment rendant les pyramides insignifiantes, le labyrinthe. Les historiens en ont parlé durant 6 siècles. Époque, langue et culture différentes, mais tous ont décrit la même chose. Hérodote s'y trouvait vers 450 avant Jésus-Christ. Les prêtres qui dirigeaient le complexe lui servirent de guide. Ils lui ont fait traverser la structure supérieure. Il a vu des milliers de pièces reliées par des passages sinueux. Il l'a décrit comme étant complexe et déroutant, une structure massive, conçue pour submerger les sens. Ah, donc c'était un Ikea? Non, c'était un centre administratif et religieux sacré, pas un magasin de meubles. Je sais pas, des milliers de pièces, aucune issue, des gens qui errent en pleurant. Ajoutez quelques boulettes suédoises, et là, c'est Ikea. Hérodote a dit que la construction dépassait les capacités humaines. Je l'ai vu moi-même et l'ai trouvé plus impressionnant que je ne pourrais le dire. Car si l'on devait rassembler tous les bâtiments et les grandes œuvres réalisées par les Grecs, il s'avérerait inférieur à ce labyrinthe. Le labyrinthe surpasse même les pyramides. À lui seul, l'étage supérieur était immense, et autour du dédale de pièces se trouvaient 12 énormes salles appelées cours, chacune représentant l'un des gouvernements régionaux d'Égypte. La structure supérieure n'était qu'une petite partie du complexe. Le prêtre parla à Hérodote des chambres souterraines sans les lui montrer. Seuls les prêtres y descendaient. Il disait que les niveaux inférieurs abritaient les caveaux des crocodiles sacrés, momifiés, enveloppés de lin, avec des dents en bronze et des yeux en pierres précieuses. Super. Maintenant, les hommes lézards sont bling-bling. Il y a 2 types de chambres, l'une sous terre et l'autre au-dessus. Elles sont au nombre de 3000, mais nous n'avons entendu parler que des chambres souterraines, car les Égyptiens ne voulaient pas les montrer, disant que c'est là que reposaient les rois qui ont d'abord construit ce labyrinthe et les crocodiles sacrés. Des milliers de salles en haut et en bas, cette distinction compte. Amenemha, le troisième, est associé au labyrinthe vers 1800 avant Jésus-Christ, mais les prêtres suggèrent que les premiers bâtisseurs sont venus bien avant. 4 siècles après Hérodote, le géographe romain Strabon a écrit que le labyrinthe était toujours là et qu'il était encore utilisé. Strabon, tout aussi stupéfait qu'Hérodote, remarquait pourtant un trait distinctif. Aucun étranger ne peut trouver ni l'entrée ni la sortie sans guide. Mais la chose la plus merveilleuse, c'est que le toit est fait d'une seule pierre, sans bois ni autres matériaux. Strabon a vu un toit fait de dalles de pierre massives. Pas de bois, pas de poutres, juste des millions de tonnes de roches flottant au-dessus de leur tête. Plus de 100 ans après, le labyrinthe était encore là. L'historien Diodore de Sicile et Pline l'Ancien en ont parlé. Tout le monde connaît la légende du Minotaure, de Thésée et du labyrinthe, le plus célèbre de l'histoire. Pline l'Ancien disait que le célèbre labyrinthe grec n'était qu'une pâle copie. Il ne fait aucun doute que Dédale l'a pris comme modèle pour le labyrinthe qu'il a construit en Crète, mais qu'il n'en a reproduit qu'une 100e partie. Hérodote, Strabon, Pline, Diodore de Sicile, toutes sortes d'historiens décrivent la même chose. Plusieurs niveaux, des milliers de pièces, un labyrinthe impossible, une architecture et une construction bien au-delà de tout ce dont les humains sont capables. Un autre point fait l'unanimité chez les historiens. Nul n'a le droit d'entrer dans les chambres inférieures. Depuis 2000 ans, personne ne l'a fait. Le labyrinthe a finalement été pillé puis exploité comme carrière de pierre. Les archéologues affirment qu'il ne subsiste du labyrinthe de Hawara que des gravats et du sable s'il a existé. Ils se sont bien trompés. En 1888, les archéologues les plus célèbres du monde sont arrivés à Hawara. William Matthew Flinders,
Petrie était bien plus qu'un universitaire. Un explorateur vivant, dans des tombes creusées et repoussant les bandits, il a inventé les méthodes encore utilisées par les archéologues. Il est venu à Awara chercher la tombe d'Amenemhat III, mais il a trouvé un piège mortel. La pyramide était faite pour tuer quiconque y entrait. Petrie a passé des mois à creuser dans la roche pour trouver une entrée, mais chaque tunnel menait à une impasse. Il comprit que la pyramide n'était pas en pierre solide. C'était en briques de terre crue, maintenues par du sable meuble, et c'était instable. En creusant, le tunnel ne cessait de s'effondrer. Le sable s'y engouffrait comme de l'eau. À un moment donné, il rampait dans un passage étroit. Soudain, ses épaules se sont coincées contre la pierre. Il a essayé de bouger. Il était coincé. Non, 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 non. Je fais une crise de panique rien qu'en écoutant ça. Petrie était enfermé dans un cercueil de pierre, écrasé sous des millions de tonnes de briques, de sable et de boue. Il tenta d'appeler à l'aide, mais il ne pouvait pas respirer. Et puis sa bougie s'est éteinte. Mais c'était Flinders Petrie. Il n'a pas paniqué et a attendu. Finalement, un ouvrier derrière lui a compris qu'il se passait quelque chose et a jeté une allumette allumée dans le tunnel. Cet éclair a donné à Flinders Petrie l'orientation nécessaire pour se dégager. Il n'a pas abandonné. Il a rallumé une bougie et est retourné dedans. Il a d'abord essayé le côté nord, mais n'a rien trouvé. Alors il a tenté sa chance et a creusé vers le sud. À peine 1 mètre plus loin, il a trouvé une entrée. Pas un simple trou, mais une porte avec des marches menant sous la pyramide. Mais un nouveau problème surgit. Awara se trouve sur un canal juste à côté du Nil. Des siècles d'irrigation ont fait monter la nappe phréatique. Les marches ont disparu sous une eau salée et sale. Petrie est quand même entré. Il a rampé dans la vase, l'obscurité est parmi les rats. Lorsqu'il a finalement pénétré dans les passages intérieurs, l'eau lui arrivait à la poitrine. Il a trouvé des trappes coulissantes et de faux passages. Il a découvert d'énormes pierres suspendues au plafond, prêtes à tomber sur les intrus. S'il te plaît, ne fais pas ça, tu ruines le suspense. Petrie a désamorcé les pièges un à un. Il a finalement atteint la chambre centrale, taillée dans un bloc unique de quartzite jaune. Le toit était composé de 3 dalles de quartzite blanc, chacune pesant 45 tonnes. C'était un chef-d'œuvre architectural et il était vide. Les pilleurs de tombes étaient arrivés les premiers. Vaincu, Petrie observa le champ de décombres près de la pyramide. Il découvrit les vestiges d'un immense bâtiment couvrant 70 acres. Petrie comprit ce qu'il avait découvert. L'emplacement correspondait aux anciennes cartes. Les dimensions correspondaient aux descriptions antiques. Il se tenait sur les fondations du labyrinthe perdu de Awara. Il en était certain. Il n'y avait pas grand-chose. Alors Petrie repartit en Angleterre. Sa découverte était extraordinaire, mais il fut déçu que le labyrinthe ait disparu. Cependant, il avait oublié un détail. Le labyrinthe descendait sur plusieurs niveaux. Il pensait avoir découvert les fondations. En réalité, c'était le toit. Le labyrinthe n'a pas été détruit, il était juste sous ses pieds, et il est toujours là. Louis de Cordier, artiste et philosophe belge, n'était pas archéologue, mais a étudié l'architecture ancienne pendant des années. Il était convaincu que Petrie avait raté quelque chose. Après 2 ans, de Cordier a obtenu un permis pour étudier le site de Awara. Il s'est associé à l'Institut national de recherche en astronomie et géophysique d'Égypte, apportant le radar à pénétration de sol le plus avancé. L'équipe de Cordier a débuté les relevés début 2008. L'appareil voyait à travers 15 mètres de sable et de sédiments, confirmant ainsi 2500 ans d'histoire. Ils ont trouvé une vaste grille de murs, épais de plus d'1 mètre et fait de granit, à 12 mètres de profondeur. La structure couvrait environ 70 000 mètres carrés. C'est la taille de 10 terrains de football. Ils ont publié les résultats. La presse a relayé l'histoire. C'était une des plus grandes découvertes archéologiques de l'histoire. Puis plus rien. Zahi Hawass était le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités d'Égypte. Secrétaire général du Conseil suprême? Oh, l'ego de ce type. Il était l'archéologue le plus puissant du pays et il contrôlait tous les permis. Il a imposé une interdiction de communiquer sur la découverte. Il a dit que c'était une question de sécurité nationale. Sécurité nationale? Sur un bâtiment vieux de 5000 ans, ce type a du culot. N'est-ce pas? De Cordier a attendu. 2 ans ont passé. La publication officielle n'est jamais venue. L'équipe ne pouvait pas discuter de leur découverte. Ils ne pouvaient pas publier de recherches complémentaires. Ils ne pouvaient y retourner sans l'autorisation de Hawass. En juin 2010, De Cordier avait assez attendu. Il a publié les données lui-même. Scans, rapports, analyses, tout ce que le gouvernement égyptien refusait de divulguer. Ils l'ont mis sur liste noire.
De Cordier vit désormais dans les montagnes du sud de l'Espagne, passant de conférencier à cultivateur d'amandes. De Cordier a tout perdu pour avoir partagé des données qu'il avait légalement collectées avec l'aide du gouvernement égyptien. Mais Zahi Hawass voulait en faire un exemple. Il voulait s'assurer que personne ne révélerait leurs secrets. Mais De Cordier n'était pas le seul. Découvrir en Égypte quelque chose contredisant la chronologie officielle ne vaut pas un prix Nobel, mais l'exclusion. En 1993, l'ingénieur allemand Rudolf Gantenbrink a envoyé un robot dans un étroit conduit de la Grande Pyramide. Il a trouvé quelque chose d'inattendu, une porte en calcaire au poignet en cuivre. Il a parlé de l'affaire publiquement. Hawass l'a banni, puis a récupéré le robot et s'est approprié la découverte. Et c'est lui, Zahi, qui l'aurait soi-disant découvert. Mais il a tout découvert. J'ai découvert, j'ai découvert, j'ai découvert, j'ai découvert, maintenant. À propos de ce que j'ai découvert, dans la pierre que j'ai découverte, je veux montrer au monde entier ce que j'ai découvert. Quand j'ai découvert des choses très importantes. Sont-ils en ligne? Non, dans mon livre, Giza et les pyramides. Dans mon livre, Giza et la pyramide. Cela s'est reproduit en avril 2008, le même mois où Cordier faisait des relevés à Hawara. Le chercheur Andrew Collins était à Giza. Il a suivi de vieilles notes jusqu'à la tombe des oiseaux, où Collins a trouvé une fissure menant à une immense chambre. Lui et son équipe se sont enfoncés de plusieurs centaines de mètres dans un réseau qui menait vers la deuxième pyramide, découvrant des pièces taillées et des couloirs. Collins l'a signalé. Grosse erreur. Hawass a affirmé que les grottes n'existaient pas. Collins a été banni du site. Quelques mois plus tard, Hawass a été filmé entrant dans les mêmes grottes. Des règles pour les autres, mais pas pour Zahi. Tu vois ce que j'ai fait là? Hawass a qualifié l'exploration des grottes d'incroyable, mais personne d'autre ne la vivra. En 2010, une grille métallique a été installée à l'entrée et toute exploration interdite. Vous ne pouvez pas simplement entrer comme ça. Vous devez faire une étude, vous devez faire des recherches, vous devez décider en tant que scientifique. Quand pouvez-vous le faire? Et quand pouvons-vous? Nous pouvons... Non, ce n'est pas vrai, vous avez tort. Vous avez tort. Pourquoi vous autorisez aujourd'hui? Des absurdités. Qu'est-ce que vous croyez? C'est n'importe quoi. Nous ne débattons pas de l'homme. Nous débattons du sujet. Ce sujet a déjà été débattu et il est clos. Non, c'est pas le cas. C'est débattu et clos. C'est clos à Chicago par tout le monde. Alors tu ne veux rien entendre de ce que j'ai à dire? Exactement, je ne veux rien entendre. Jimmy, je veux que tu comprennes. Cette théorie du complot que tu as est fausse. Complètement fausse. Nous ne cachons rien. Nous avons l'équipe de scan de la pyramide. D'accord. Ils travaillent. Mais tu comprends que c'est une autre technologie. Je comprends, mais ils connaissent cette technologie. Ont-ils vraiment utilisé cette technologie? Ils ont affirmé qu'elle ne peut pas fonctionner. Découverte, suppression, silence, le même schéma. Et le même homme derrière tout ça, Zahi Hawass. Le labyrinthe existe. C'est considéré comme la plus grande structure du monde antique. Elle est juste là, à 12 mètres sous terre, mais personne n'a le droit de creuser. Le 21 juillet 2015, une réunion privée s'est tenue au Crown Hotel à Harrogate, Angleterre. Tim Akers, ancien officier de la RAF, était expert en satellites. Il a consacré sa carrière à traquer sous-marins et bunkers souterrains. Il voulait montrer quelque chose à un petit groupe de chercheurs. Il a utilisé le radar à synthèse d'ouverture, la même technologie qui permet de trouver des sites nucléaires cachés. Akers l'a dirigé vers Hawara. Le scan a révélé 4 niveaux sous le toit et non un seul. Ils étaient séparés par 30 mètres de roches solides. Un couloir central reliait les 4 niveaux, formant une gaine verticale, traversant les 45 mètres de profondeur du complexe. Un fossé en forme d'oméga entourait toute la structure. Cette forme correspondait à l'anneau chêne égyptien, le symbole de l'éternité. Ensuite, Akers leur montra la salle centrale. Le niveau inférieur s'étendait sur 90 mètres de long et 36 mètres de large. Tous les niveaux convergeaient vers cet espace. Et au centre de la salle se trouvait un objet autoportant. Il mesurait environ 40 mètres de long. Mais c'est là que l'histoire dérape. Le signal radar a changé. Il ne se reflétait plus sur la pierre, ni sur le bois ou la brique de terre crue. La signature était métallique.
Un solide objet métallique, aussi grand que la Statue de la Liberté, était enfoui à environ 30 mètres sous terre et avait la forme d'un disque ou d'un anneau vertical. Hackers a déclaré que la signature du matériau était unique dans sa carrière, mais bien présente, et il ne pensait pas qu'il s'agissait d'une tombe. La forme évoquait une fonction. Un anneau métallique de cette taille, enterré au centre d'un complexe à 4 niveaux, n'était pas décoratif. Il était conçu pour remplir une fonction. Certains membres de son équipe pensaient que c'était un portail, d'autres que cela pouvait être un générateur d'énergie. La seule chose sur laquelle ils étaient d'accord, c'est que ce n'était pas un cercueil. Hackers et son équipe ont gardé la découverte secrète pendant 10 ans. Ayant appris de Cordier qu'en la rendant publique, on est mis sur liste noire. Ils voulaient fouiller et avaient besoin de permis. Après 10 ans de négociations discrètes, ils ont finalement publié les données en 2025. Toujours pas de permis. C'est un complexe souterrain à 4 niveaux avec un objet métallique de 40 mètres au centre. Il est lié au pharaon Amenemhat III vers 1800 avant Jésus-Christ. Les prêtres égyptiens affirmaient que le labyrinthe n'était pas une tombe bâtie par le pharaon, mais une bibliothèque créée par une civilisation bien plus ancienne. En fait, ces peuples anciens devaient stocker leur savoir avant d'être anéantis par un grand déluge. Tu veux dire? Les prêtres parlaient de l'Atlantide. Bingo. Lorsque Platon a écrit sur l'Atlantide, vers 360 avant Jésus-Christ, il était précis. Il a nommé sa source. Il a dit que des prêtres égyptiens avaient raconté l'histoire à l'homme d'État grec Solon 2 siècles plus tôt. Les prêtres avaient des archives et des dates. Platon a dit que l'Atlantide est tombée vers 9600 avant Jésus-Christ. Les géologues affirment que l'âge de glace a pris fin vers 9700 avant Jésus-Christ. Robert Schoch fait remonter le Sphinx à 9700 avant Jésus-Christ. 3 sources différentes, une date précise. Longtemps, cette date était insignifiante. Aucune civilisation n'existait alors. Puis, nous avons fait des découvertes. Vers 9700 avant Jésus-Christ, le Dryas récent s'est terminé. La température a fortement augmenté et les calottes glaciaires ont fondu. Le niveau de la mer a monté de plus de 120 mètres. Les littoraux mondiaux ont été inondés. Des terres entières ont disparu sous les vagues. Comment osez-vous? Toutes les grandes cultures anciennes ont des mythes du déluge, datant exactement de cette période. Des cultures différentes, sur des continents différents et sans contact, racontent pourtant la même histoire. Les Égyptiens avaient de leur propre version et appelaient l'époque avant le déluge Zeb-Tepi, le premier temps. Les textes des pyramides l'évoquent souvent. Ce sont les plus anciens écrits religieux au monde. La liste royale de Turin mentionne des dates, des durées et des souverains divins ayant régné des milliers d'années avant les pharaons humains. Ce n'était pas une mythologie floue, mais des documents administratifs. L'égyptologie traditionnelle considère cela comme symbolique. Ils disent que les dieux représentent des concepts, pas des êtres. Ensuite, il y a le temple d'Horus à Edfou. Les textes de construction d'Edfou couvrent plus de 300 pieds de mur. Ils décrivent la construction du temple sur des fondations provenant d'une structure antérieure qui existait avant le déluge. Ils mentionnent les Shepti Adabliu, adeptes d'Horus, venus après la destruction de leur patrie par un grand cataclysme. Ils mentionnent également 7 sages qui sont venus avec eux depuis une île engloutie par la mer. Ce ne sont pas des gribouillis, ces inscriptions sont gravées dans les murs du temple. Ces textes racontent les actes de ces êtres. Ils ont construit des monticules sacrés à travers l'Égypte et fondé les temples à des endroits précis. Ils ont transmis l'astronomie, l'architecture, les mathématiques et la médecine au peuple qui deviendra les premiers Égyptiens. Cela ressemble plus à de l'histoire qu'à de la mythologie. Les textes d'Edfou décrivent une civilisation perdue qui a apporté le savoir en Égypte. Les historiens traditionnels jugent l'histoire belle, mais affirment qu'aucune preuve matérielle de cette époque n'existe. Ils ont tort, les preuves sont gravées dans la roche elle-même. En 1991, le géologue Robert Schoch a examiné le Grand Sphinx, dont les parois montraient des fissures verticales. Ce sont des motifs d'érosion causés par de longues pluies, pas par le vent, ni par le sable, mais par de l'eau tombant du ciel pendant de longues périodes. Les dernières fortes pluies en Égypte ont cessé vers 5000 avant Jésus-Christ.
Schoch a estimé que la date minimale de construction du Sphinx se situait entre 7000 et 5000 avant Jésus-Christ, mais il a ensuite repoussé cette estimation à 9700 avant Jésus-Christ, sur la base d'analyses géologiques supplémentaires. Cela s'est produit juste après la catastrophe, et juste après le retrait des inondations. La même érosion apparaît sur l'Osiraion à Abydos. D'énormes blocs de granit rouge sont taillés avec une précision que les ingénieurs modernes ont du mal à reproduire. Et il y a de l'eau. De l'eau en permanence remplit les chambres inférieures et elle ne peut pas être pompée. Le site a été conçu pour l'eau. Édouard Naville a fouillé l'Osiraion en 1914. Il était un égyptologue reconnu, pas un théoricien marginal. Il a dit qu'il ne serait pas surpris si c'était la plus vieille structure architecturale d'Égypte. Il a été ignoré. Strabon a explicitement déclaré que l'Osiraion et le labyrinthe partageaient le même constructeur. Il a appelé le roi Ismandès. Même constructeur, même époque, même technique de construction. Göbekli Tepe, en Turquie, prouve que des techniques de construction avancées existaient en 9600 avant Jésus-Christ. D'immenses cercles de pierre, des piliers sculptés pesant des tonnes, des alignements astronomiques précis à une fraction de degré. Construit par des gens censés ignorer l'agriculture, il a ensuite été volontairement enseveli vers 8000 avant Jésus-Christ. On aurait dit que quelqu'un voulait le préserver et le cacher. Quelqu'un était ici avant les anciens Égyptiens. Et qui qu'ils étaient, ils ont contribué à lancer la civilisation égyptienne. Les hiéroglyphes sont apparus soudainement vers 3500 avant Jésus-Christ. Ils étaient complets et parfaits. Il n'y a pas eu de période de développement, ni de version primitive. Mathématiques, médecine, astronomie, architecture, tout est apparu entièrement formé. On dirait que les Égyptiens ont reçu un manuel d'instruction complet. Ce manuel d'instruction est toujours là. Tout le savoir ancien est dans le labyrinthe. Nous pouvons le lire dès aujourd'hui. Tout ce que nous avons à faire, c'est creuser. Une civilisation avancée menacée de destruction agirait comme nous. Elle préserverait l'essentiel. Il conserverait le savoir dans un coffre-fort pour qu'il survive. Chaque civilisation construit des archives, de la bibliothèque d'Alexandrie aux archives du Vatican. Dans les années 30, Edgar Cayce a décrit une autre archive. Cayce était un médium en transe. Il a donné plus de 14 000 consultations documentées sur 43 ans. Il diagnostiquait des pathologies chez des patients qu'il n'avait jamais rencontrés, auxquels il n'était pas formé à diagnostiquer. Les médecins se servaient de ces lectures pour soigner, mais ses propos les plus controversés concernaient l'Atlantide. Des centaines de lectures sur 2 décennies revenaient au même sujet. Selon Cayce, une civilisation avancée a été détruite vers 10 000 ans avant Jésus-Christ. C'était à la fin de la dernière période glaciaire. C'est la même période que la catastrophe du Drias récent. Des survivants se sont dispersés en Égypte, au Yucatan et aux Bahamas, y apportant technologie et savoir. Pour préserver ce savoir, ils ont bâti des salles d'archives. Cayce a décrit une salle des archives, sous le plateau de Gizeh, dans des dizaines de lectures distinctes entre 1923 et 1944. Il a décrit 32 tablettes documentant l'Atlantide depuis le début. Elles étaient décrites à la fois en écriture atlante et en écriture égyptienne. C'était une pierre de Rosette pour une civilisation perdue, et Cayce était précis. Il a évoqué leur technologie, ondes sonores pour construire, lévitation acoustique et cristaux générant de l'énergie. L'entrée est sous la patte droite du Sphinx, qui servait de sentinelle et indiquait l'emplacement des archives aux initiés. Les disciples de Cayce l'ont pris au sérieux. Dans les années 1990, l'Association for Research and Enlightenment a financé des relevés sismiques à Gizeh. Un homme frappait à coups de masse une plaque d'acier à la surface du désert, provoquant des ondes de choc qui descendaient dans la roche puis remontaient. Les relevés ont confirmé une chambre à l'emplacement prédit par Cayce, sous la patte du Sphinx. Et il n'était pas le seul à l'avoir vu. Dorothy Eddy, archéologue britannique, travaillait pour le département des antiquités égyptiennes. C'était une chercheuse saine d'esprit et rationnelle qui croyait également être la réincarnation d'une ancienne prêtresse. Oh, je la crois. J'étais un roi dans une vie antérieure. T'étais un roi. D'accord. Un chef d'équipe dans un Taco Bell au New Jersey, mais je régnais sur ce drive avec une poigne de fer. D'accord. J'étais une chef d'équipe stricte, mais juste chez Taco Bell. Nous avons un épisode sur Dorothy Eddy. Le lien est en bas de votre chalupa.
Quelqu'un affirmant être la réincarnation d'une prêtresse égyptienne peut paraître marginal, mais les archéologues ont écouté Dorothy Eady car ses souvenirs ont aidé à découvrir des ruines à Abydos. Elle affirmait qu'une salle des archives sous le Sphinx abritait l'histoire du passé. Les relevés sismiques indiquent que ces pièces existent et contiennent quelque chose. Cela pourrait être des gravats ou des artefacts, personne ne sait, il faut creuser pour le découvrir. Mais aucune fouille n'est autorisée. Actuellement, une équipe de l'Université Polytechnique de Milan est à Gizeh. Ils utilisent la radiographie par muons cosmiques, une technologie qui permet de voir à travers la pierre comme les rayons X à travers le corps. Ils disent cartographier des vides structurels et regarder où ils effectuent leurs relevés. Ils étudient le substrat rocheux sous le plateau, là où qu'a ici situé la salle des archives. Les Italiens mènent actuellement des relevés en profondeur sous Gizeh. Ils cherchent la salle des archives et pourraient bien la trouver. Si vous étiez une civilisation avancée voulant cacher vos secrets, vous ne les placeriez pas sous le monument le plus célèbre de la Terre. Un meilleur lieu pour un tel savoir serait par exemple un dédale souterrain profond. En d'autres termes, un labyrinthe. La salle des archives n'est peut-être pas à Gizeh, mais dans le labyrinthe. Gizeh était un monument public, un repère avec 3 pyramides visibles de loin. Tout le monde savait et sait toujours où se trouve Gizeh. Mais si tu voulais cacher quelque chose, tu ne le mettrais pas sous le monument le plus célèbre. Tu le mettrais dans un endroit moins évident, quelque part avec une meilleure sécurité, un endroit conçu dès le départ comme un coffre-fort. 3000 pièces souterraines, température régulée par la terre elle-même, des conditions parfaites pour la conservation. Gardée par des prêtres pendant 2000 ans, une structure si complexe que les intrus ne peuvent jamais en sortir. Le labyrinthe n'était pas un tombeau, c'était un lieu de conservation. Les historiens l'ont documenté. Les niveaux de surface servaient de centre administratif de l'Égypte, où les visiteurs voyaient les opérations gouvernementales. Les niveaux intermédiaires abritaient les archives religieuses et les sépultures de crocodiles évoquées par Hérodote. Le niveau le plus bas stockait la technologie et abritait un anneau métallique de 40 mètres, un portail que les prêtres protégeaient sans jamais vraiment le comprendre. Les prêtres affirmaient qu'il avait été créé par les bâtisseurs, non par les pharaons, mais par leurs prédécesseurs. Ils ne gardaient pas des chambres funéraires. Ils protégeaient le savoir du Zep-Tepi. Ils gardaient les secrets du premier temps. Des récits sur 6 siècles décrivent la même structure au même lieu. En 2008, un géoradar a confirmé l'existence d'un vaste complexe à 12 mètres sous terre. En 2015, l'imagerie satellite a révélé 4 niveaux et un objet métallique au centre. Les 2 découvertes ont été étouffées. L'expédition de 2008 a bien eu lieu. Il n'y a rien à réfuter. Les résultats publiés montrent des murs en granit sur une surface de 10 terrains de football. Hawass a interdit toute communication pour des raisons de sécurité nationale. De Cordier a publié de manière indépendante et a été définitivement mis sur liste noire. La suppression est réelle, la structure confirmée. Nous ignorons toujours ce qu'il y a dessous. Les scans révèlent des anomalies nécessitant une excavation pour interprétation. Le signal métallique pourrait indiquer un objet ou une formation géologique. Les dépôts de fer sont naturels et le radar satellite n'atteint pas de telle profondeur. Seules des fouilles pourraient vérifier ces affirmations. Sans creuser, l'objet métallique reste inconnu. Les relevés italiens révèlent des vides. Nous ne saurons si ces vides renferment des gravats ou des archives qu'en creusant. Maintenant, le lien avec l'Atlantide est intéressant, mais le récit de Platon est la seule source primaire. Aucune preuve archéologique ne confirme l'existence d'une civilisation antédiluvienne dotée d'une technologie avancée. Les lectures de Kais n'ont pas été vérifiées indépendamment. Et le texte d'Edfou pourrait être de la mythologie, pas un souvenir. Et l'archéologie traditionnelle rejette fermement l'idée d'une civilisation ancienne avancée. Le déni, c'est pas seulement le Nil en Égypte, mon pote. Non. Ce soir, je lance des pics. Ils rejettent les preuves géologiques et physiques, car cela contredit leur vision de l'histoire. La datation conventionnelle n'explique pas l'érosion hydrique à Gizeh. La géologie de choc n'a pas été réfutée, mais ignorée. L'Osirayon présente la même altération sur des blocs mégalithiques bien plus grands que les constructions égyptiennes. Göbekli Tepe prouve qu'une construction sophistiquée existait en 9600 avant Jésus-Christ, voire avant. Les mythes du déluge concordent avec les preuves géologiques de la catastrophe du Drias récent. Un événement incompris s'est produit à la fin de l'âge de glace. Le labyrinthe traverse une période difficile. L'eau salée érode tout, la nappe phréatique monte chaque année. En 2024, les géologues ont averti que sans action rapide contre les dégâts de l'eau, le site sera détruit. Des millénaires d'histoires disparues.
Jusqu'ici, leurs conseils ont été ignorés. La plus grande merveille du monde antique disparaît pendant que les bureaucrates se disputent sur les permis. Et tout scientifique qui ose s'exprimer est mis sur liste noire par Zahi Hawass. La structure est réelle, les analyses le confirment. Un immense objet métallique gît au centre d'une salle souterraine. Protégé par les prêtres depuis des millénaires, il reste interdit à notre regard, malgré notre technologie actuelle. Hérodote se tenait à l'entrée du souterrain. Le prêtre lui a dit non. 2500 ans plus tard, nous sommes toujours devant la même porte. Et maintenant, Zahi Hawass nous dit non. Mais les murs ne servent pas seulement à empêcher les gens d'entrer, ils servent aussi à garder les secrets à l'intérieur. Si les analyses sont justes, le secret du labyrinthe ne concerne pas que le passé de l'Égypte. Il concerne le passé de nous tous. Merci d'être resté avec moi aujourd'hui. Je suis Adjé et voici Ecclefish. Le feu et les types avec leur narguilé chantent Weyo, 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 Weyo. Marche comme un Égyptien. Dink. C'était The Wi-Files. Si cela vous a plu ou appris quelque chose, merci d'aimer, de vous abonner, de commenter et de partager. Tout ça aiderait apparemment la chaîne. Dois-je arrêter de demander? S'il y a des boutons, appuyez dessus. Pour approfondir certains sujets abordés aujourd'hui, voici des liens vers le secret de la Grande Pyramide, l'ancienne lévitation acoustique, Dorothy Eady, l'ancienne égyptienne réincarnée. Des histoires sur l'Atlantide, Göbekli Tepe, la prophétie du pilier 43 et les terrifiantes prédictions d'Edgar Cayce sont ci-dessous. Comme souvent, le sujet d'aujourd'hui a été suggéré par vous. Si vous souhaitez proposer une histoire, rendez-vous sur cewifiles.com/tips, envoyez-nous un email ou rejoignez-nous sur Discord. Nous recherchons toujours de nouveaux sujets. Et souvenez-vous, The Wi-Files est aussi un podcast. Vous pouvez nous emmener partout. J'y publie des analyses approfondies des histoires que nous couvrons sur la chaîne, et je publie aussi des épisodes qui ne seraient pas autorisés sur la chaîne. Et le podcast c'est très créatif, il s'appelle The Wi-Files Operation Podcast, et il est disponible partout où vous trouvez vos podcasts. Et si vous écoutez sur une plateforme audio, s'il vous plaît, appuyez sur les boutons, ça aide vraiment. Si vous voulez plus de The Wi-Files, consultez un médecin. Non, je plaisante. Allez voir notre Discord. Il y a environ 85-90 000 personnes dessus. Donc, 24 heures sur 24, il y a des gens qui traînent et qui parlent des mêmes sujets bizarres qu'on aborde ici. C'est une super communauté. Elle est vraiment solidaire. C'est très amusant. Et l'inscription est gratuite. Et en parlant de 24 heures sur 24, regardez notre stream continu sur The Wi-Files Backstage, où les épisodes s'enchaînent avec des moments amusants entre eux. En fait, Morgan le Castor y fait quelques apparitions, donc les épisodes sont très amusants, mais ce qui est vraiment génial, c'est la discussion en ligne. Une communauté incroyable s'y est formée, alors allez vraiment y jeter un œil. Les liens sont en bas. Merci à nos mécènes qui ont rendu cette chaîne possible. Chaque épisode de The Wi-Files est dédié à nos membres Patreon. Depuis le début, rien n'aurait été possible sans votre soutien. Alors, du fond du cœur, merci beaucoup. Dernière annonce. Dans quelques semaines, je lance une nouvelle émission appelée The Basement, où je discuterai avec des personnes intéressantes. Certaines d'entre elles vous sont familières, d'autres non, mais ce sont toutes des personnes que je trouve fascinantes. Nombre d'entre elles sont à l'origine des recherches des histoires présentées ici. Si vous voulez voir quelqu'un dans l'émission, dites-le moi. Nous cherchons toujours de bons invités. Encore une fois, l'émission s'appelle The Basement, et les épisodes seront diffusés ici sur la chaîne principale jusqu'à ce que je trouve une autre solution. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, n'est-ce pas ? Ok, c'est tout pour aujourd'hui. D'ici là, prenez soin de vous, soyez bienveillants et sachez que vous comptez beaucoup. I played Philippians and Mary 51. A secret code inside the Bible said I would. I love my UFOs and paranormal fun, as well as music, songs singing like I should. But then another conspiracy theory becomes the truth, my friends. And it never ends. No, it never ends. I feel the crack and got stuck inside man's hole with MK Ultra. I feel only too aware. Did Stanley Kubrick fake the moon landing alone on a film set, or were the shadow people there? The
to Roswell aliens kissed off the smiling man, I'm told, and his name was Cold. I can't believe I'm dancing with the bitches. Hetero fish on Thursday nights with AJ2 and the Wi-Fi's me all through the night. All I ever wanted was to just hear the truth, so the one falls on repeat all through the night. The Mothman sightings and the solar storm still come to Agatha, the secret city underground. Mysterious number stations, planets circle to Project Stargate, and what the Dark Watchers found. In a simulation, don't you worry though. The Black Knight satellite told me so. I can't believe I'm dancing with the bitches. Hetero fish on Thursday nights with AJ2 and the Wi-Fi's on the beat all through the night. All I ever wanted was to just hear the truth, so the Wi-Fi's on the beat all through the night. Hetero fish on Thursday nights with AJ2 and the Wi-Fi's on the beat all through the night. So one falls on my feet all through the night. Hurry up the dance, hurry up the dance, hurry up the dance, hurry up the dance. Yuri loves to dance, Yuri loves to dance on the dance floor, because she is a camel, and camels love to dance.